Des commandos d'élite britanniques, les SAS, s'infiltrent en territoire irakien pendant la guerre du Golfe. Leur but, détruire un réseau de lance-missiles ennemis. Mais la vie de ces soldats anglais piégés au cœur de terres hostiles est mise en péril. 200 km séparent le commando Bravo 2-0 de la frontière. Avec l'armée irakienne à ses trousses, la priorité est de survivre. En cette ère de violence, des quatre coins du globe, une nouvelle race de guerriers naît. Armés jusqu'aux dents et ayant subi une formation sans pareille, ces hommes d'exception, triés sur le volet, doivent remplir des missions secrètes où leur vie est souvent en jeu. Voici les dangereuses missions spéciales de ces commandos. Le 17 janvier 1991, au Koweït, une coalition armée mise sur pied par le gouvernement américain lance une importante offensive aérienne contre l'envahisseur irakien. C'est le début de l'opération Desert Storm. Les missiles guidés par satellite ou par laser réduisent considérablement les risques de pertes humaines chez les Alliés. Une guerre propre et sophistiquée s'annonce. Le président irakien Saddam Hussein jure alors de se venger. Il lance des rafales continues de missiles Scud sur les villes d'Israël et d'Arabie Saoudite. Les missiles installés sur des unités mobiles échappent aux radars alliés et rendent les frappes aériennes inutiles. Les troupes terrestres semblent être la seule façon de détruire les missiles. Une mission aussi périlleuse doit être menée par des hommes spécialisés. Les membres de l'escadron Bravo 2-0 sont déjà sur les lieux. Efforts by the coalition air forces to suppress the Iraqi launches of Scud missiles against Israel and Saudi Arabia have been a failure thus far. Mis sur pied lors de la Seconde Guerre mondiale, le SAS, ou Special Air Service, est le corps militaire d'élite le plus expérimenté au monde. On prévoit parachuter les 8 hommes de la compagnie Bravo 2-0 en territoire ennemi pour une dizaine de jours. Ils devront repérer les lance-missiles le long d'une des routes de ravitaillement principales. Andy, can I have a word? Le sergent Andy McNabb mène la mission. Ces hommes et lui doivent également sectionner un câble de fibre optique qui suit la route principale. Sa destruction est d'une importance capitale, car ce dernier relie les lance-missiles à un poste de contrôle irakien. Pour le mettre hors d'usage, les hommes devront d'abord le trouver. Pour des raisons de sécurité, l'identité réelle d'Andy McNabb doit rester secrète. Nous possédions très peu d'informations ou de cartes et aucune image satellite de la région où nous devions nous rendre. Il fallait y aller tout simplement parce que c'est le rôle des unités d'élite. On nous envoie parfois sans le moindre renseignement et notre boulot est de recueillir les informations requises. When you land, find a lie-up position with close proximity to the main supply route. You're going to have to dig into the sand to create your LUP. Le désert plat n'offrant guère d'abri, l'escadron devra creuser des tranchées pour se cacher. La meilleure protection une fois au sol est de rester caché. C'est inutile de travailler le jour. Nous devons rester terrés dans notre trou jusqu'à la tombée du jour et opérer à l'obscurité. If we haven't heard from you within 48 hours, make your way back to the rendezvous point right here, and we'll have a helicopter there ready to come and meet you. Nous travaillons en petits groupes de 4 à 12 hommes et frappons des cibles très précises. Nous nous y rendons rapidement pour en repartir encore plus vite.
L'escadron Bravo 2-0 prépare sa mission. Les 8 hommes de la patrouille planifient ensemble l'opération. Le travail d'équipe est crucial, car chacun des membres a une formation différente. Âgé de 24 ans, Bob fait partie des SAS depuis seulement 6 mois. Il est le cadet de l'escadron. L'infirmier Chris Ryan en est à sa 6e année chez les SAS. Mike est originaire de la Nouvelle-Zélande. Stan, un Australien, est expert démolisseur. Le commandant profite de ses champs de compétences diversifiés. Chacun des membres de l'équipe joue un rôle important. L'unité profite des 20 années d'expérience de Vince. Dinger est quant à lui un parachutiste expert. L'expert en communication de l'escouade Bravo 2-0, Steve Lane, est surnommé Legs, les jambes. Le commando sera en contact avec les quartiers généraux en Arabie Saoudite grâce à une radio à rafale courte. L'ennemi ne peut intercepter les communications transmises avec un tel appareil. Les hommes emportent aussi une radio d'urgence à portée limitée, communément appelée Tag B, ainsi qu'un GPS, un système de localisation par satellite qui leur permettra de connaître leur position et de se diriger avec précision. Le 22 janvier, un hélicoptère s'envole pour l'Irak avec les SAS à son bord. Chris Ryan était alors conscient du danger de cette mission. C'était bouleversant car chacun, je crois, se doutait que ce voyage serait probablement un aller simple. Nous avons donc fait nos adieux et nous sommes montés à bord de l'hélicoptère en partance pour l'Irak. Nous pouvions voir très loin par la fenêtre, car le sol était plat et la lumière ambiante excellente. L'hélicoptère vole en rase-motte afin d'éviter les radars ennemis. L'appareil n'était pas armé. L'équipage était très courageux. Si l'engin avait été touché, les hommes auraient dû s'accrocher à nous pour en sortir. Ils ne possédaient aucune formation de survie ou d'évasion. Les risques qu'ils prenaient étaient énormes. Dès que nous touchons le sol, il faut sortir par l'arrière de l'hélicoptère et se coucher jusqu'à ce qu'il reparte. Puis le bruit s'estompe et on retrouve graduellement son ouïe et sa vision nocturne. Deux hommes nous couvraient avec leurs mitraillettes à gauche et à droite, tandis que nous nous organisions. Il n'y avait pratiquement rien aux alentours. Tout était calme. Nous ne courions aucun danger. Andy réussit à trouver sa position à l'aide du GPS et d'une carte géographique. Le commando se trouve à environ 2 km de sa destination, une importante route de ravitaillement irakienne. Single file on me. Les soldats sont armés jusqu'aux dents. Leurs mitraillettes M16 sont équipées de lance-grenades. Ils transportent aussi de puissantes armes anti-chars. Leur ceinture contient pour 2 semaines de munitions. Ils transportent les vivres, l'eau et leur équipement d'excavation dans des sacs à dos Bergen. Un raid aérien à 15 km de notre position devait faire diversion et nous permettre de poursuivre notre incursion. À 4h45, la patrouille rejoint la route de ravitaillement. À cet endroit, le sol n'est pas composé de sable, comme il s'y attendait. Andy, come on, bedrock.
Sous seulement quelques centimètres de sable se trouvait le roc. C'était un vrai cauchemar. C'était difficile, mais on devait poursuivre la mission tout de même. Andy part avec un petit groupe chercher une cache. Ceux qui restent surveillent l'équipement. La petite patrouille trouve bientôt un lit de rivière asséché. Bien que l'endroit ne leur assure pas une très bonne protection, ils devront s'en satisfaire, car l'aube se lève bientôt. Les soldats s'installent et tentent de conserver leur chaleur. Malgré tout leur équipement, ils n'ont pas apporté ce qu'il faut pour affronter un si dur climat. C'était le pire hiver que l'Irak ait connu en 30 ans. Il faisait très froid et le vent n'aidait en rien les choses. À l'aube, Bob scrute attentivement le paysage. La voie semble libre. Andy doit contacter le quartier général SAS. Legs relaie le message avec la radio à rafale courte. Rien ne fonctionne. Le déploiement a été trop hâtif et on a assigné les mauvaises fréquences à la radio. Andy reste calme. L'équipe a un plan de secours. Si les hommes échouent à établir la communication dans les 48 heures, un hélicoptère viendra à leur rencontre à un point de rendez-vous déjà convenu. Au cours d'une mission en Irak, les SAS constatent que leur radio ne fonctionne pas. Les hommes ont pour mission de trouver un câble de fibre optique et le couper. Nous ignorions où était le câble. Était-il dans un tuyau de béton à découvert ou avait-il été enfoui dans le sol? Nous n'en avions aucune idée. À la tombée du jour, Andy mène une petite patrouille de reconnaissance en vue de trouver le câble. En route, l'équipe croise une batterie anti-aérienne ennemie. C'est une cible alléchante. Notre mission n'était pas de les attaquer. Nous étions là pour trouver le câble de fibre optique. Nous devions nous limiter à cela et éviter toute rencontre. Ils contournent prudemment les Irakiens. La patrouille trouve enfin ce qu'elle cherchait. Des piquets blancs étaient plantés dans le sable et nous étions convaincus qu'il s'agissait de balises pour le câble. Comme l'aube approchait, nous devions retourner à la cache. Il est maintenant trop tard pour détruire le câble. Les hommes devront revenir la nuit suivante. Le lendemain matin, les SAS constatent qu'ils ont de la compagnie. Il y avait une batterie anti-aérienne à quelques 400 mètres de nous, de l'autre côté de la route de ravitaillement. Nous en avons déduit qu'il s'agissait des hommes que nous avions vus la nuit précédente. Ils s'étaient placés en position. Comme nous étions bien cachés, nous ne courions aucun danger.
Il aurait été surprenant qu'ils envoient une patrouille ici, en plein cœur de leur pays. La mission se poursuivait comme prévu. Les SAS devront attendre toute la journée et sectionner le câble au cours de la nuit avant d'aller chercher une nouvelle radio. Nous avons alors entendu des chèvres marcher à 5 mètres au-dessus de nous. Quelques minutes plus tard, la chèvre de tête du troupeau, celle que toutes les autres suivent, s'est approchée et s'est mise à nous observer. On a alors entendu la voix d'un garçon de 6 ou 7 ans. Il nous a aperçus. Il a figé, les yeux grands ouverts. Il est parti comme une flèche vers les canons en criant. Des soldats irakiens campent à moins de 200 mètres de distance. L'entraînement des SAS inclut de nombreux plans d'évasion. Un wadi, un lit de rivière asséché, leur fournit une route de fuite. Chris Ryan prend la tête du peloton. Nous nous sommes mis en file simple et nous sommes restés collés sur la paroi gauche du wadi pour être hors de vue des soldats irakiens. Nous avons recouvert nos visages avec des foulards pour les berner. Nous nous disions qu'ils ne se douteraient jamais que des troupes de la coalition étaient aussi profondément entrées au cœur de l'Irak. Le sergent Andy McNabb dirige l'escouade. Puis, tout à coup, nous avons entendu des véhicules sur la route de ravitaillement à notre gauche. Que pouvions-nous faire? Tenter de les semer, c'était impossible. Alors j'ai donné l'ordre que nous gardions nos positions, car il n'y avait pas d'autre solution. C'est là que tout a commencé. Les hommes jouaient chacun leur rôle. Ils savaient quoi faire. Ils étaient aussi conscients qu'ils dépendaient les uns des autres. Ils sont passés à l'action. La seule façon de s'en sortir était d'affronter l'ennemi. Le tir ennemi était de plus en plus intense. Je me rappelle avoir regardé mon torse pour voir si une balle m'avait atteint. Je m'attendais à voir l'un de mes membres tomber sous les rafales. À un moment donné, lors du combat, nous nous sommes retrouvés devant les positions anti-aériennes ennemies. Il nous fallait reprendre le contrôle de la situation. Nous voulions nous enfuir en prenant avantage de l'obscurité pour nous dissimuler. Nous devions quitter le secteur au plus vite. Grâce à la supériorité de leur puissance de tir, les SAS réussissent à décimer le peloton ennemi en entier. Ils sont désormais des fugitifs en contrée ennemie. Nous sommes sortis du wadi. C'était incroyable, nous étions tous là et aucun des 8 n'était blessé. En traversant la rivière, j'étais persuadé qu'au moins un d'entre nous serait touché. Le commando parcourt ensuite près de 15 km avant le lever du jour. Nous nous sommes délestés de nos lourds sacs à dos afin de gagner du terrain sur les Irakiens. Nous n'avons gardé que l'essentiel, soit nos munitions et de l'eau. Toute la nuit, des patrouilles irakiennes ratissent le secteur. Andy McNabb espère bien les semer. Après cette altercation,
Il était normal que les Irakiens croient que nous nous dirigions vers le sud, en Arabie Saoudite. Et c'était d'ailleurs là que se trouvait notre point de rendez-vous d'urgence. Mais même si l'hélicoptère s'y était rendu, cela ne signifiait pas qu'il aurait pu nous y ramasser. En prenant la fuite vers le sud au cours de la nuit, nous risquions d'être pourchassés et l'hélicoptère ne serait pas venu s'il y avait eu une fusillade. Toute tentative de sauvetage héliporté est maintenant impossible. L'unique option du commando, traverser la frontière syrienne qui est située à plus de 175 km de distance au nord-ouest. Andy évalue à 3 nuits le temps requis pour l'atteindre. Lorsque nous avons compris que nous étions devenus des fugitifs, nous avons adapté notre stratégie en conséquence. Il fallait dorénavant les semer. C'était sûrement l'un des pires endroits au monde d'où prendre la fuite. Le sol était du roc et on ne pouvait pas se dissimuler dans des buissons. Nous n'avions aucune couverture. Il n'y avait pas de cours d'eau non plus et il était très ardu de marcher et de s'orienter sur cette surface dure. Après 50 km, Andy s'aperçoit que Vince et Stan ont pris du retard. Vince est blessé à la jambe. Il ne peut plus transporter son arme. Stan se déshydratait. Alors nous nous sommes arrêtés et nous lui avons donné à boire. On a fait ce qu'on a pu pour la blessure de Vince. Ensuite, je les ai placés devant moi, tout de suite derrière Chris, qui était notre nouvel éclaireur. Un nouveau danger guette les SAS vers le nord, l'hypothermie. La température était horrible cette nuit-là. Il y avait de violentes bourrasques et la température baissait rapidement. Le mercure tombe bientôt sous la barre du zéro. Les soldats risquent de mourir de froid. Nous avions des engelures aux doigts et nos écharpes étaient gelées à cause de l'humidité causée par notre respiration. À travers le sifflement du vent, Andy distingue le vrombissement des moteurs d'un avion allié au-dessus d'eux. Il demande alors à Vince de retransmettre le message aux autres SAS. Il désire utiliser la radio d'urgence pour contacter l'avion. Bravo 2-0! Bravo 2-0! We are a ground call sign. Call that. We're in trouble. Over! Bravo 2-0, you're very weak. Turn back north! Turn back north! And then the signal failed. Le signal s'est ensuite estompé. Mais c'était une bonne nouvelle, car cela signifiait qu'ils étaient au courant que nous avions des problèmes. Ils pourraient maintenant trouver notre position. Andy se tourne vers Vince, mais constate que celui-ci a disparu. Les rafales de sable rendent la visibilité très faible. Chris, Stan et Vince sont introuvables. 2 d'entre eux sont blessés. Sans les GPS, ils sont perdus. Le mercure est maintenant sous le point de congélation et Andy doit retrouver ses coéquipiers au plus vite. Huit soldats des SAS britanniques sont pris au piège en contrée ennemie pendant la guerre du Golfe. Poursuivis par les soldats irakiens, ils tentent d'atteindre la frontière syrienne malgré des températures polaires. Lorsque le sergent Andy McNabb s'arrête pour utiliser la radio d'urgence, il constate que 3 de ses hommes ont disparu. Le groupe s'était séparé en 2 par ma faute.
J'avais dit à Vince que nous devions faire halte, et je croyais qu'il allait en informer les autres. Mais j'ignorais que son état était aussi grave, et j'ai oublié de vérifier s'il avait transmis le message. Il a continué à avancer. Hélas, leurs recherches sont vaines. À cause de la faible visibilité, ils sont incapables de retrouver les hommes manquants. Andy ne peut mettre en jeu la vie des autres membres du groupe. Les 3 hommes qui s'étaient écartés du peloton savaient que nous devions nous rendre en Syrie. 2 d'entre eux étaient blessés, mais c'étaient des professionnels, capables de se prendre en charge. 1 heure s'est écoulée quand Chris Ryan constate qu'ils se sont écartés du groupe. Les 3 hommes sont alors en proie au délire à cause de l'hypothermie dont ils sont victimes. Je me suis retourné et je n'ai vu que Stan et Vince. Les 5 autres hommes avaient disparu. Chris, l'infirmier, doit maintenant s'occuper des 2 blessés. Malgré mon équipement de vision de nuit, il m'était impossible de discerner quoi que ce soit dans la tempête de sable. Nous n'étions plus que 3 hommes avec 2 armes. J'étais très inquiet. L'autre groupe disposait des mitrailleuses et du GPS. Chris presse ses équipiers. Le Frappe se trouve à 2 jours de marche. Une fois qu'ils l'auront atteint, ils pourront remplir leurs gourdes et traverser en territoire syrien. Pour l'instant, ils doivent trouver un endroit où se cacher. Peu avant l'aube, nous avons remarqué qu'il y avait un soubassement sous une citerne. Ce petit fossé pouvait nous servir de cache. Puis, à la lumière du jour, j'ai remarqué un camion près duquel se trouvaient au moins 2 Irakiens. La vie de Chris et de ses compagnons est en péril en raison du vent glacial. Mais les 3 hommes doivent rester immobiles. Nous étions frigorifiés. J'ai travaillé dans les endroits les plus froids du globe et je peux vous assurer que ce jour a été le plus long de mon existence. La situation est aussi difficile pour le groupe d'Andy. Ils ont trouvé une maigre protection derrière un tumulus. Les soldats irakiens sont partout. Il y avait beaucoup plus de mouvement chez l'ennemi que nous ne l'avions prévu. Les véhicules arrivaient les uns après les autres et des soldats en sortaient. Nous ignorions s'ils nous cherchaient ou s'il s'agissait simplement de recherches préventives. J'étais très inquiet, car si les Irakiens ne nous trouvaient pas en premier, c'était la température qui aurait bientôt raison de nous. Andy aperçoit alors une route asphaltée à moins de 2 km de leur cache. S'ils réussissent à l'atteindre, ils pourront peut-être s'emparer d'un véhicule. Ils devront toutefois attendre la tombée du jour pour s'exécuter. Pour l'instant, ils affronteront une autre journée glaciale. Dès que la nuit arrive, Chris et son équipe quittent le fossé. La tempête continue de battre son plein. Stan se remet peu à peu de sa déshydratation, mais l'état de Vince ne cesse d'empirer. Il lutte pour suivre les autres. Lorsque ses coéquipiers Chris et Stan constatent sa disparition, il est déjà trop tard. Il est nulle part en vue.
La situation est désespérée. Les patrouilles irakiennes se rapprochent d'eux et Chris Ryan doit prendre une décision difficile. Nous avons abandonné les recherches pour ne pas revenir en territoire ennemi. Vince était peut-être parti vers la gauche ou la droite, enfin n'importe où. Je crois sincèrement qu'il s'est étendu sur le sable et qu'il s'est assoupi pour la dernière fois au cours de cette nuit. Chris et Stan doivent poursuivre leur route. Il leur reste encore 85 km à franchir avant la frontière syrienne. La tempête passée, l'autre groupe surveille la route. Bien qu'en mauvaise posture, les hommes d'Andy McNabb ont un plan. S'ils réussissent à intercepter un véhicule, ils pourront traverser la frontière. Je suis monté sur la route en agitant mes mains dans les airs au moment où un véhicule approchait. C'était un vieux taxi new-yorkais. Je n'en croyais pas mes yeux. Les SAS filent vers le nord-ouest. Un peu moins de 60 km les séparent de la frontière. Pas très loin de là, Chris et Stan ont de graves problèmes. Ils sont tous les deux épuisés et déshydratés. Un berger irakien s'approche alors d'eux. Désespéré, Stan se dévoile. Les deux soldats ont besoin d'un véhicule. Stan lui demandait s'il avait un véhicule ou un tracteur, mais nous ne parlions pas l'arabe et lui ne comprenait pas l'anglais. Stan insiste pour aller chercher un véhicule avec le berger. Je n'étais pas d'accord avec lui car cela enfreignait la procédure. Il m'a laissé son arme et son attirail. Je lui ai dit que je partirais à 6h30, qu'il soit revenu ou non. Si jamais il changeait d'avis, il n'avait qu'à abattre le garçon et me rejoindre. Pendant ce temps, le groupe d'Andy se rapproche de la frontière. Aucune patrouille irakienne n'est en vue. Le détournement du taxi a été une bonne affaire, après tout. La situation de Chris est plus inquiétante. Il fera bientôt jour et Stan n'est pas encore revenu. Il doit se cacher. J'ai vu des phares derrière moi et j'ai prié pour que ce soit Stan qui revienne avec un véhicule. Mais peu de temps après, d'autres phares sont apparus. Chris est en mauvaise posture. Le premier véhicule était à seulement 100 mètres de distance. Je me suis avancé et j'ai tiré en rafale sur les deux véhicules. Je suis immédiatement reparti à la course dans la direction opposée. Ils n'ont pas répliqué. Il n'y avait plus aucun signe de vie. Chris Ryan est livré à lui-même. Le sergent Andy McNabb et ses hommes du SAS ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la Syrie et de leur salut. Comme nous n'avions pas d'itinéraire précis, nous nous contentions d'aller vers le nord-ouest. En arrivant à un carrefour, nous empruntions le chemin qui menait dans cette direction avec la seule idée de traverser la frontière. À 11 km de la Syrie, nous avons dû nous arrêter. Il y avait là un poste de vérification routière.
et les soldats irakiens examinaient chacun des véhicules, qu'ils soient des camions-citernes ou de simples automobiles. Ils arriveraient tôt ou tard à notre taxi. Nous nous sommes mis à courir ventre à terre vers l'ouest avec le seul désir de sortir vivant du secteur et de traverser la frontière. Elle était si proche, on y était presque. Seul le fleuve Frappe sépare les hommes du SAS de la frontière. Lorsque nous avons réussi à échapper à ce chaos, nous nous sommes arrêtés. Andy et Mark cherchent l'endroit le plus étroit du fleuve où ils pourront traverser. Il nous fallait le traverser, sans quoi nous allions certainement mourir. Il y avait beaucoup trop d'activités ennemies. Ils aperçoivent alors une patrouille irakienne devant eux. Les autres membres du commando se dispersent au son des premiers coups de feu. Ayant épuisé toutes leurs munitions, Legs et Dinger plongent à l'eau et entament la traversée du fleuve. Bob est abattu pendant qu'il est à découvert. Legs et Dinger touchent enfin l'autre rive. La traversée d'1 kilomètre à la nage dans ces eaux glaciales a bien failli les achever. Les réserves de munitions d'Andy et Mark diminuent rapidement. Ils courent en direction des arbres. Nous nous sommes retrouvés à découvert à seulement 5 mètres d'eux près de la lisière d'une forêt. Mark est touché et le chargeur d'Andy est vide. Sa seule protection est l'obscurité. J'ai dû contourner leur position et me ruer vers la frontière. Sur l'autre rive, Dinger traîne Legs Lane jusqu'à la vieille remise d'une ferme. À demi conscient, Legs ne peut aller plus loin. Quelques minutes s'écoulent avant que des Irakiens ne s'approchent du petit bâtiment. Certains sont armés de AK-47. Si Dinger veut que Legs et lui aient la vie sauve, il ne lui reste plus qu'une carte à jouer. Il tente d'éloigner les Irakiens en s'échappant. Le sacrifice de Dinger ne sauvera malheureusement pas Legs. Celui-ci est déjà trop mal en point. Il rend l'âme tard dans la nuit. Chris refuse d'abandonner. Il me restait ma M16 et seulement 2 ou 3 balles. J'en étais au point où j'allais couvrir la distance à pied entre le Frappe et moi. Je n'avais pas bu une goutte en 2 jours et j'étais assoiffé. J'ai passé la plus grande partie de la nuit à marcher en direction du fleuve. Le lever du soleil oblige Andy McNabb à se terrer à moins d'1 kilomètre de la frontière syrienne. Je me suis glissé sous un conduit. C'était en fait un petit fossé surmonté par une plaque d'acier d'1 centimètre d'épaisseur et qui servait de pont pour les véhicules qu'ils traversaient à toute heure du jour. La fusillade de la nuit a sonné l'alerte chez les Irakiens qui passent la région au peigne fin. Ils inspectent méticuleusement tous les endroits qui peuvent servir de cache. On pouvait voir leurs bottes et leurs carabines qu'ils piquaient dans le fossé. 2 hommes m'ont traîné en dehors.
En levant les yeux, j'ai aperçu les plateaux de la Syrie, que je ne pouvais voir plus tôt à cause de l'obscurité. Tout ce temps, j'avais été si près du but. Andy est conduit dans un camp militaire près de Bagdad. À son arrivée, il apprend que 2 de ses coéquipiers y sont déjà. Stan a été capturé en tentant de s'emparer d'un véhicule. Quant à Dinger, il a été fait prisonnier en essayant de sauver la vie de son coéquipier et ami Legs Lane. Les 3 soldats font maintenant face à la dure médecine des interrogateurs irakiens. Tout le temps que j'ai passé au centre de détention, du moins après les 5 premiers jours, j'ai cru que nous n'allions pas sortir de là vivants. Un entraînement rigoureux l'a préparé à la torture physique et mentale. On doit accepter la souffrance affligée à son corps et tenter de rester neutre. On ne veut pas les rendre agressifs. Il faut seulement laisser aller les choses et garder son équilibre mental. Andy leur offre finalement une histoire de rechange. Il leur raconte qu'ils sont des médecins et qu'ils ont été séparés de leur compagnie. Cette histoire laisse les Irakiens sur leur faim. Chris Ryan est le seul SAS de l'escouade à être encore en liberté. Les autres sont morts ou captifs. Des avions chasseurs américains pilonnent les installations irakiennes du secteur. Le temps s'écoule pour le jeune infirmier. À en juger par ma condition physique à ce moment-là, je savais que j'avais de graves ennuis. Je connais l'odeur d'un cadavre et j'ai déjà passé 3 mois sans me laver lors d'exercices de combat. Le corps développe parfois des odeurs très fortes. Du pus sortait sous mes ongles lorsque je les pressais. Mes dents étaient branlantes et mes gencives saignaient. Mes pieds étaient en très mauvais état, j'étais couvert de plaies ouvertes. Tout cela m'inquiétait beaucoup et j'ignorais pendant combien de temps encore je pourrais continuer. À l'aube, Ryan arrive aux abords d'une petite ferme. Chris Ryan vient d'accomplir l'impossible. Il a franchi plus de 280 km en 7 nuits avant de retrouver la liberté en Syrie, et ce, sans vivre ni eau. Au même moment, près de Bagdad, 3 de ses camarades sont toujours retenus prisonniers. La situation dans laquelle ils sont n'est guère réjouissante. Leurs cellules sont crasseuses et l'air y est glacé. On les bat à plusieurs reprises. Après 8 jours de torture, Andy en a assez. Andy sait que les Irakiens ont déjà reçu des informations à leur sujet et il leur raconte une version modifiée de la vérité, en incluant des détails qui pourront corroborer ses dires. Ils m'ont mis dans la même cellule que Dinger et Stan. Ça nous a permis de faire le point sur toute cette histoire. À la fin du mois de janvier, Saddam Hussein avoue utiliser les prisonniers de guerre américains et britanniques comme boucliers humains afin de protéger ses infrastructures militaires contre les frappes aériennes. La coalition riposte en déclenchant la plus vaste opération terrestre depuis la guerre du Vietnam. Il ne faut que 2 jours aux Alliés pour écraser les dernières troupes de Saddam Hussein. Le dictateur irakien s'avoue rapidement vaincu et retire définitivement ses troupes du Koweït le 26 février 1991.
La coalition exige la libération inconditionnelle de tous ces prisonniers de guerre. Les 3 soldats des SAS sont relâchés 10 jours plus tard. Au poste de la Croix-Rouge de Bagdad, Andy retrouve, étonné, son coéquipier Mark. Il a seulement été blessé lors de la fusillade. Cinq membres de l'escouade ont survécu à la mission. Les 3 autres hommes, soit Bob Consiglio, Vince Phillips et Legs Lane, sont morts au combat. Les hommes de l'escadron Bravo 2-0 ont risqué leur vie pour mener cette mission à terme. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés.